Et notre invitée, Karine Berger, députée de la première circonscription des Hautes-Alpes. Bonjour. Rebonjour Jean-Marc. Merci d'être avec nous. Merci à vous. En ce début d'année, d'abord un petit tour des faits d'actualité de cette semaine et en particulier ce départ de Pierre-Bernard Rémond, le sénateur qui raccroche, qui ne se représentera pas donc au mois de septembre prochain. Vous avez été proche de lui au moment de votre campagne pour les élections législatives. Vous avez partagé, vous avez fait le choix de partager le combat sur le désenclavement. Il n'y a pas que ça, C'est une grande figure des Hautes-Alpes, évidemment. Un grand monsieur de la politique aux Alpines, dont je ne partage pas les options politiques, mais qui a... Pour autant pas si éloigné, parce qu'il est centre-droit, mais qui a incarné, je crois, l'esprit l'esprit très républicain de notre département. Il y a deux choses que je voudrais évoquer à l'occasion de cette annonce de Pierre-Bernard Rémond qui ne le souhaite pas poursuivre sa carrière politique. Deux choses qui me le rendent quand même un peu différent de tous ceux qu'on pourrait voir sur l'échiquier de droite au Alpin. Son vote, quand il était tout jeune député, pour l'avortement. Il fait partie des rares députés de droite de l'époque à avoir choisi de voter en faveur de l'avortement. Et puis le deuxième vote, évidemment, d'abolition de la peine de mort. C'est des votes comme ça qui forgent souvent une image politique. Et évidemment, sur ces deux votes-là, je ne peux que me réjouir que notre département ait eu... à ce moment-là, des personnes qui aient fait ces choix-là. Ouais, il va en sourire s'il nous regarde, mais on n'est pas tous pas, je sais pas vous, mais nous, pas convaincus qu'il va vraiment raccrocher. Peut-être va-t-il trouver une autre solution au regard de son tempérament pour être présent. Alors, l'autre actualité, ce sont bien sûr les municipales. Ça y est, c'est parti. Il y a eu une espèce d'automne un peu en demi-teinte, tout le monde étant dans les starting blocks, ne se dévoilant pas trop. Maintenant, c'est parti. C'est le 23 et le 30 mars prochain. Les électeurs, c'est l'un des beaux moments de la vie républicaine, sont invités à choisir leur maire. Vous avez décidé, à la fin de l'automne, d'accompagner Bernard Josso sur la liste PS et plus large pour essayer de faire basculer la ville de Gap. Peut-être un peu en contradiction, je dis ça parce que le porte-parole d'Europe Écologie Les Verts le relevait hier avec votre engagement du non-cumul des mandats, donc autant y revenir. Pas du tout, au contraire, le non-cumul des mandats que nous avons voté, alors le vote solennel a lieu définitif parce qu'il y a eu 2 lectures de la loi, a lieu mercredi. Donc je l'ai voté déjà plusieurs fois, mais je vais le revoter mercredi. On sait que ça vous tient à cœur, donc certains y voient un paradoxe. Et donc le vote est très clair. À partir de 2017, il n'y aura plus de députés maires ou de députés présidents du Conseil général ou des députés présidents du Conseil régional ou vice-présidents du Conseil régional. À partir de 2017, ce n'est plus possible. Moi, je me l'applique dès cette année, c'est-à-dire que si je suis élue, si les Gapençais choisissent de me confier un mandat, et si Bernard Josso est maire de Gap, je ne serai pas adjointe à la municipalité de Gap, quoi qu'il arrive. Je suis numéro 2 de la GIE, j'en suis très fière parce que je pense que Bernard Josso est en train de faire un travail de rassemblement, d'ouverture de l'ensemble des forces progressistes absolument remarquable qui n'a jamais été fait à Gap depuis des années. Mais je ne serai pas adjointe parce que je m'applique la loi de non-cumul des mandats dès maintenant. Je n'attends pas 2017. C'est un peu dommage d'ailleurs que certains camarades n'aient pas suivi mon exemple. Alors l'idée, c'est d'aider plutôt à faire basculer Gap, aider Bernard Josso à y arriver. Plus que ça, je pense que Gap est une ville qui a besoin de dynamisme économique. Bernard Josso, quand il m'a proposé d'être à ses côtés, m'a fait valoir le fait que c'est plutôt mon domaine, que trouver des idées pour le développement économique, le développement des entreprises, créer de l'emploi, c'est quelque chose que je sais peut-être faire un peu mieux que certaines autres choses. Et donc c'est sous cet angle-là que bien évidemment je souhaite m'impliquer fortement dans la campagne. Je crois que Gap est une ville qui n'a pas développé tout le potentiel dont elle dispose en matière économique, que ce soit en développement de nouvelles activités. Je faisais du porte-à-porte hier après-midi dans Gap, dans des immeubles. Et alors déjà, première chose surprenante, les Gapençais sont bel et bien au courant qu'il y a une campagne municipale, il n'y a pas de problème. Mais de quoi ils me parlent? Ils me parlent d'emploi. Il me parle d'emploi, il me parle de chômage. On a vraiment rencontré plusieurs personnes qui étaient tout simplement en recherche de boulot. Et ça signifie qu'on n'a pas été au bout de ce qu'on pouvait proposer dans la ville en termes de développement économique. C'est ça que vous voulez dire lorsque vous parlez de réveiller la belle endormie, oui. Cette expression qui a irrité particulièrement la municipalité en place et le maire Roger Didier. Il n'est pas difficile d'irriter M. Didier en même temps, je peux vous l'assurer. D'ailleurs, ce qui est intéressant dans la démarche de M. Didier, c'est qu'il s'irrite dès qu'on fait une remarque. Et en même temps, il est le premier à créer une sorte de situation très dure, puisque je rappelle toujours que lors du passage du Tour de France cet été, il a refusé
refusé que je sois présente à la tribune alors que je suis députée de la circonscription. En termes de position un peu sectaire, un peu agressive, je trouve quand même qu'on est au maximum de ce qu'on peut imaginer dans le département. Sachant qu'il ne se présente non pas sur une liste de droite, hein, bien qu'il soit soutenu par l'UMP. Quand même, Jean-Marc, je suis obligée quand même d'admettre mais il reste, en tout cas, mon rôle extérieur, il reste dans ce discours en disant je suis de gauche et je fais une liste très ouverte. D'ailleurs, Bernard Raymond, avec qui je déjeunais avec les représentants du bâtiment mercredi midi, quand il présente la situation politique de Gap, dit très clairement que Roger Didier est UMP et correspond bien évidemment à la ligne de droite. C'est une liste de droite et tant mieux, je veux dire, l'échiquier politique est clair. Monsieur Didier a une municipalité UMP de droite. Bernard Josseau est en train de rassembler l'ensemble des forces progressistes, bien au-delà de la gauche, puisqu'encore une fois, le MoDem est présent sur les listes de Bernard Josseau. Voilà, le Parti communiste, mais pas donc Jean-Claude Ayrault avec les très isolé, Jean-Claude Ayrault, très isolé. Très décevant que Jean-Claude Ayrault n'ait pas voulu participer à cette démarche d'ouverture. On sait bien que c'est l'union qui fait la force, et je le trouve très isolé. Il n'y a vraiment plus personne qui le soutient à ce stade, en tout cas. Vous commencez à travailler sur le fond aussi, sur ce que peut devenir Gap. Oui, voilà, vous avez, j'imagine que ça va se passer dans les semaines qui viennent, présentation de programme. Il y aura d'abord les vœux de Bernard Josseau qui ont lieu samedi en fin d'après-midi. Et puis, il y aura évidemment une présentation de la liste. La date commence à être établie. Et puis, dans la foulée, il y aura évidemment présentation d'un programme. Tout ceci va venir très vite. Moi, je souhaite que nous fassions enfin des propositions sur la façon de développer les entreprises dans notre département. On sait que typiquement, lors de l'élaboration du SCOT, il y a eu un gros problème mis en avant par les entreprises elles-mêmes, par la Chambre de commerce et d'industrie, par M. Brun qui était très virulent sur le sujet, sur le fait qu'on avait juste oublié, ça paraît incroyable, les entreprises gapençaises dans le SCOT. Bon, alors c'était peut-être un peu fort comme message, mais c'est normal, c'est leur rôle aux entreprises. Moi, je souhaite qu'on remette les entreprises au cœur de la ville de Gap. Si on se met à la place des Gapençais, ils regardent leur ville, ils se disent voilà que tout se passe bien, les places ont été rénovées, le centre-ville a repris un peu des couleurs, l'Alp Arena. Alp Arena qui d'ailleurs, entre parenthèses, n'est désormais un problème de financement, puisqu'à ma grande stupeur, je me suis aperçue que la municipalité n'avait pas vérifié que le conseil régional voulait participer au financement d'Alp Arena. Fermons la parenthèse. Alors pour autant, il y a un sentiment finalement bien-être dans cette bonne ville. Ah mais je ne dis pas le contraire, je suis très fière de ma ville. On a été élue ville la plus sportive de 2013 et je trouve que c'est très mérité. Mais je vous parle de pas de ça, moi. Je vous parle de la vie quotidienne, du porte-monnaie des Gapençais et de l'emploi. C'est-à-dire que, encore une fois, sur une quarantaine de portes qui se sont ouvertes hier après-midi dans mon porte-à-porte, j'ai au moins 10 personnes qui m'ont parlé d'emploi, de manque d'emploi, de boulot. Alors, soit parce qu'ils étaient dans des postes très durs avec des situations sociales tendues, soit tout simplement parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver de travail. Et c'est ça aussi la vie d'une ville. Le développement économique des villes qui sont plus connues est au cœur de cette image. Et je crois que Gap a raté des tas d'éléments. Alors, c'est vrai que nous allons enfin obtenir la prochaine étape de la rocade et que ça va dans le bon sens et que je remercie l'État d'avoir débloqué la situation. Mais nous devons aller au-delà de ça. La question notamment du transport des gens est très importante. Je glisse d'ailleurs que sur la question du transport, il y a évidemment le désenclavement. Vous connaissez ma position et je me battrai tant que j'aurai un peu de force pour qu'on finisse la 51. Mais il y a aussi le train. On a un vrai problème qui commence à se constituer autour des liaisons ferroviaires entre Gap et le reste de la France. On pourrait l'élargir au service public, le train, la poste, avec les problèmes de Noël. Sur le train, je pose au ministre des Transports une question orale fin janvier sur le sujet, parce que je suis très inquiète de ce que RFF et SNCF nous disent sur l'avenir de la ligne Valence et de la ligne Grenoble. Karine Berger, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.